Bonjour et bienvenue à cette cinquième conférence midi de notre programmation pour l'année 2014-2015. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est « Implantation et efficacité d'un groupe psychoéducatif pour le trouble bipolaire dans les centres de santé et services sociaux à Québec ». Je vous présente le conférencier Dr Martin Provencher. Dr Provencher a complété un PhD en psychologie clinique à l'Université Laval et un internat en thérapie cognitive et comportementale au Calgary Regional Health Authority Consortium in Clinical Psychology. Il est professeur agrégé à l'École de psychologie de l'Université Laval. Il est chercheur régulier à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec et à notre centre de recherche, le CERSPUL. Il est aussi président de l'Association canadienne des thérapies cognitives et comportementales et il dirige l'unité de thérapie comportementale et cognitive au service de consultation de l'École de psychologie. Je laisse la parole à Dr Provencher. Merci. Alors, merci à tous d'être ici ce midi. Donc, par curiosité, combien de personnes sont du C3S Vieille-Capitale? Tout le monde, en fait. Du C3S Québec-Nord, madame? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont participé à l'implantation des groupes psychoéducatifs pour le trouble bipolaire? Non? Non? OK. En fait, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu le projet. Moi, je suis professeur à l'Université Laval, mais avant, j'ai été psychologue à la clinique des troubles de l'humeur à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Et c'est là qu'on a implanté ma spécialisation, c'est vraiment troubles de l'humeur, TCC, troubles anxieux aussi, mais plus particulièrement les troubles bipolaires. Donc, on a mis sur pied un groupe psychoéducatif pour les patients bipolaires à l'Institut. On a fait une première étude de faisabilité et ensuite, on a fait un processus de transfert. On a formé les intervenants de Vieille-Capitale et de Québec-Nord à donner le groupe. Les groupes sont terminés. Maintenant, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les données préliminaires, l'évaluation avant et après l'intervention, qu'est-ce que ça a donné. Il reste encore des données analysées pour les suivis 6 et 12 mois. Il y a aussi des analyses qualitatives, parce qu'on a passé des entrevues avec les intervenants. Et les intervenants complétaient aussi un journal de bord, tous les rencontres. Donc ça, c'est pas analysé encore. C'est comme les premières données. Plus un topo rapide sur le trouble bipolaire. Donc on parle de environ 2% des Canadiens. Il y a une étiologie qui est fortement génétique, assez similaire à la psychose. Il y a aussi une composante environnementale. C'est une condition qui est chronique avec des rechutes fréquentes, donc on ne guérit pas d'un trouble bipolaire. C'est un peu le modèle des maladies chroniques comme le diabète. On va vivre avec. Et ce qu'on va faire, en fait, pour nous aider à avoir moins de rechutes, une meilleure qualité de vie. Mais on sait que même avec les meilleurs traitements, les gens vont habituellement rechuter plus d'une fois. Beaucoup de symptômes résiduels entre les épisodes, une comorbidité élevée aussi avec plusieurs troubles psychiatriques. Donc, c'est pas rare que les gens qui ont un trouble bipolaire ont aussi un trouble anxieux, problème de substance, etc. Le traitement pour le trouble bipolaire, c'est la pharmacothérapie, surtout les stabilisateurs de l'humeur et les antipsychotiques. Dans certains cas, les antidépresseurs, mais avec prudence, parce qu'il y a un risque de virage maniaque. Donc, on ne traite pas un trouble bipolaire par la psychothérapie. Par contre, on peut adjoindre la psychothérapie, les interventions psychosociales à la médication pour améliorer la gestion de la maladie, prévenir les rechutes, mais aussi pour traiter les symptômes dépressifs. La thérapie cognitive étant, vous savez, très efficace pour le traitement de la dépression, autant qu'elle soit bipolaire que bipolaire. Donc, quand on parle de trouble bipolaire, c'est vraiment une alternance. Les gens vont faire des épisodes de manie et de dépression, donc vraiment sur un large spectre. À ce moment-là, on va parler de trouble bipolaire de type 1. Si les gens font des épisodes d'hypomanie, donc ce n'est pas la même intensité, durée, sévérité, on va parler plus de trouble bipolaire de type 2. Si les gens ont des épisodes hypomaniaques avec des épisodes dépressifs sous-cliniques, on va parler de cyclothymie, en fait. Et monsieur et madame tout le monde, on a des fluctuations normales de l'humeur, autant les blues de l'hiver que les périodes difficiles qu'on peut vivre et les périodes de plus d'euphorie ou d'exaltation. Il faut juste voir que dans ce spectre-là, dans le trouble bipolaire, c'est vraiment plus extrême comme perturbation. Un modèle qui est intéressant pour nous aider à comprendre comment les épisodes se manifestent et sont maintenus. Il faut comprendre que les personnes qui ont un trouble bipolaire sont plus fragiles au stress. Donc souvent, ce qui va se produire, il va y avoir des facteurs de stress
et qui vont augmenter ce que la personne est en train de vivre. Ça peut être des événements de vie majeurs, une perte d'emploi, un divorce, des éléments comme ça. Mais tout stresseur qui va perturber la routine quotidienne, et plus particulièrement ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Donc les patients qui ont un trouble bipolaire sont très vulnérables en fait à ce qui va perturber le sommeil. Donc c'est pas rare qu'une femme qui accouche par exemple peut vivre un premier épisode ou une rechute de manie, entre autres parce que oui il y a les hormones, mais le sommeil va être perturbé. Les gens qui vont voyager, qui ont un décalage horaire, qui voyagent par exemple en Europe, des choses comme ça, ça peut être un déclencheur. Et même juste quand on change l'heure à chaque année, on va voir ça chez certaines personnes, ils sont plus vulnérables. Donc la façon qu'on l'explique, c'est qu'il y a une vulnérabilité en fait biologique au niveau des rythmes circadiens. Donc les stresseurs vont agir sur cette vulnérabilité-là. Et là, on va voir apparaître les premiers symptômes, des symptômes précurseurs des prodromes. Donc la personne, par exemple, qui démarre une phase d'hypomanie, peut tout d'un coup avoir plus d'énergie, moins besoin de dormir, avoir des projets, s'impliquer dans différentes choses, ou des symptômes dépressifs. Le problème qui se produit, c'est que la personne ne reconnaîtra pas nécessairement que c'est les premiers signes ou symptômes d'un épisode. Et va donc soit les ignorer, ou pas en tenir compte, ou les amplifier. Donc c'est pas rare que la personne qui tout d'un coup commence à avoir un regain d'énergie, au lieu de se coucher à une heure normale, va se coucher à 11h, minuit, 2h, 3h en chattant sur Internet, en s'impliquant dans des projets, ce qui va perturber le sommeil. Et il y a une espèce de cycle vicieux qui s'installe à ce moment-ci. Donc, important à retenir, les premiers symptômes apparaissent, la personne ne les reconnaît pas ou n'intervient pas de façon adéquate. Et on va avoir apparaître un épisode complet, c'est-à-dire un épisode d'hypomanie ou un épisode de manie ou dépressif. Évidemment, dans la dépression sévère ou la manie, souvent ça va mener à l'hospitalisation. Donc, il y a une phase aiguë de traitement qui est importante ici, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui ont travaillé sur des unités dans les hôpitaux, les patients ne sont pas sortis de l'hôpital une fois qu'ils sont complètement asymptomatiques. Souvent, ils sont stabilisés, mais il y a encore des symptômes. Donc, la personne, lorsque l'épisode est terminé, est encore fragile. Il peut avoir des formes de stigmatisation. Donc, j'ai fait un épisode de manie où j'ai trompé mon conjoint. Si j'ai l'épisode de manie puis j'ai dépensé 20 000 $ pour m'acheter une nouvelle voiture, je peux avoir fait des choses, je peux avoir été agressif et inapproprié au travail. Donc, ces éléments-là qui ont apparu dans l'épisode, une fois que l'épisode est terminé, bien, je peux vivre des problèmes de stigmatisation associés à mon épisode. Je peux avoir des problèmes interpersonnels. Et il y a souvent un niveau de stress qui est encore important, des fois même plus important post-épisode. Donc, les gens sont dans le fond sensibilisés, plus vulnérables, et là, on avance dans une espèce de cercle vicieux où, dans le fond, la personne a un épisode, vit des stresseurs après, est plus vulnérable aux rechutes, ce qu'on appelle le kindling effect. Donc, c'est pas rare que les gens ont plusieurs épisodes rapprochés, surtout les 5 à 10 premiers épisodes. Donc, ça vous donne un peu une idée d'un modèle, peut-être, qui nous explique un peu comment ça peut se produire, se maintenir. Donc, ce que ça nous dit, c'est que d'un point de vue psychosocial, si on peut aider la personne à gérer les stresseurs, on a une chance de prévenir l'apparition d'un épisode, mais on peut aussi aider à récupérer suite à un épisode. Ça veut dire que l'hygiène par rapport à la maladie, par rapport au sommeil est important. De reconnaître les premiers signes d'un épisode et de savoir comment intervenir, c'est aussi important. Et d'être capable de travailler au niveau d'un épisode actif. Donc, si je suis en manie, il n'y a pas vraiment d'intervention psychosociale pour gérer la manie. Je peux vous dire par expérience, j'ai déjà essayé d'interagir avec une patiente qui était en phase de manie, qui était hospitalisée sur l'unité. On ne peut pas faire grand-chose à part donner une médication et attendre que les symptômes se résolvent. Par contre, dans la dépression sévère, on pourrait intervenir au niveau de la psychothérapie. Donc, ce que je vais vous parler plus spécifiquement, c'est la psychoéducation. Donc, quand on parle de psychoéducation, ce n'est pas la profession, c'est vraiment un terme anglais, psychoeducation, ou éducation psychologique, ou éducation par rapport à la santé, ou éducation thérapeutique du patient, comme j'ai appris à mon séjour en Europe cette année. Donc, il y a différentes terminologies. Ce qu'il faut comprendre, c'est souvent de l'information dans des groupes plus structurés, de 5 à 10 rencontres. On va donner de l'information sur qu'est-ce que c'est la maladie, c'est quoi ses signes et symptômes, c'est quoi les traitements, la médication, les effets secondaires, et des outils pour mieux gérer la maladie. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes infirmière et que vous donnez de l'information au patient pendant 15-20 minutes, ou lui donnez une brochure d'information sur la maladie, à quelque part, c'est une forme d'éducation, c'est une forme de psychoéducation. Moi, ce que je vais vous parler ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la psychoéducation structurée comme intervention.
On sait que dans le trouble bipolaire, ça a démontré son efficacité. Il y a des modèles de psychoéducation brève de quelques rencontres et des modèles un peu plus longs. Juste pour un survol rapide de la littérature, comme je disais, il y a 4 types d'interventions qui ont démontré une efficacité pour le trouble bipolaire. La thérapie interpersonnelle, la thérapie cognitive, la thérapie familiale et la psychoéducation. Et dans une méta-analyse qui a été effectuée, on se rend compte que si vous êtes à gauche, en fait, ça favorise l'intervention par rapport au groupe contrôle. Donc, la plupart des interventions vont démontrer qu'on peut prévenir les rechutes lorsqu'on utilise des interventions psychosociales. La psychoéducation, entre autres, a une bonne efficacité. Une autre étude qui a été faite, qui est une étude de traitement de la dépression. Donc, les gens étaient en dépression, où on a comparé les 3 formes d'intervention structurées, les psychothérapies pour le traitement de la dépression, thérapie cognitive, familiale, interpersonnelle. On voit que les 3 interventions ont une efficacité comparable qui est maintenue à la fin. Il n'y a pas de distinction entre les 3 approches. Ce que je veux juste retenir votre attention, c'est que la ligne rouge, c'est un comparateur. En fait, c'est Collaborative Care. En fait, c'était 3 rencontres de psychoéducation abrégée. Donc, évidemment, les 3 interventions étaient meilleures, ont été plus efficaces pour le traitement de la dépression. Par contre, on voit qu'il y a un effet rapide. Donc, dans la phase aiguë du traitement, l'intervention psychologique a un impact important. Mais à long terme, il semble que juste 3 rencontres de psychoéducation ont quand même un effet important. Ici, c'est les courbes de survie qu'on appelle, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas rechuté après une période de temps. Donc, juste 3 rencontres de psychoéducation, quand même, il y a un effet thérapeutique, même si les gens étaient déprimés. Une autre étude canadienne a comparé spécifiquement le modèle que je vais vous parler, le Life Goals Program, qui est 6 rencontres psychoéducatives, à 21 rencontres de TCC. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'idée était, l'hypothèse était que 21 rencontres de thérapie cognitive seraient plus efficaces que 6 rencontres de groupe. Mais qu'on voulait voir l'aspect coût-bénéfice de ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire 21 rencontres de TCC par rapport à 6 rencontres? L'idée de dissémination. Vous savez, pour disséminer la thérapie cognitive comportementale dans l'individuel, vous avez besoin des gens qui sont formés en psychothérapie, qui sont psychothérapeutes, alors que pour la psychoéducation, vous n'avez pas besoin d'être psychothérapeute. Ça se donne en groupe. Donc, les ressources nécessaires pour rendre cette intervention-là accessible sont nettement moindres que la psychothérapie. Et ce qui est assez fascinant dans cette étude-là, c'est que si on regarde les courbes de survie pour la dépression et pour la manie, il n'y a pas de différence entre les 2 interventions. Et plus particulièrement, on voit que pour la dépression, c'est en fait équivalent. Et même s'il n'y a pas de différence statistique, il semble que pour la manie, à la longue, la psychoéducation a un léger avantage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette étude-là, on a démontré que dans un modèle spécifique que je vais vous parler, c'est ce qu'on a implanté dans les C3S, 6 rencontres structurées basées sur des données probantes par rapport à la gestion de la maladie semblent être équivalents en termes d'efficacité à 21 rencontres de thérapie cognitive comportementale. Donc ça nous ouvre la porte sur qu'est-ce qu'on retient de ça pour le trouble bipolaire. En conclusion, ce qu'on sait, c'est que de façon générale, les interventions psychosociales sont efficaces pour prévenir les rechutes dépressives et maniaques dans le trouble bipolaire. Une donnée que je n'ai pas abordée, c'est qu'il y a des données qui semblent démontrer que lorsqu'il y a beaucoup d'épisodes, c'est-à-dire plus de 12 épisodes de maladie, les interventions psychosociales sont moins efficaces, voire contre-productives. On a vu même chez des gens qui avaient plus de 30 épisodes, il semble que l'intervention psychologique, la psychoéducation, la TCC, faisait qu'il allait moins bien après l'intervention qu'avant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est des interventions qui sont souvent, un peu comme premier épisode psychotique, c'est des interventions qui devraient être faites en première ligne, dès qu'on voit un premier épisode, les premiers symptômes de la maladie, c'est là qu'on a plus de chances d'avoir une efficacité, et non en 3e ligne où les gens ont souvent 20 ans et plusieurs épisodes de fait. D'où la logique de rendre ça accessible en première ligne. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les interventions psychosociales qui ont démontré une efficacité, elles débutent toutes avec une phase psychoéducative qui varie entre 5 et 10 rencontres. Toutes ces interventions-là ont une forte composante psychoéducative. Donc, il semble que cette composante-là est centrale dans l'efficacité des interventions psychologiques en général.
Et dans l'étude de Paric, en fait, l'étude canadienne, on a comparé les coûts que ça demandait par patient de faire une TCC en individuel versus une psychoéducation de groupe, et c'est assez spectaculaire. On parle de 1200 $ le coût par patient pour la TCC en individuel versus 180 $ pour la psychoéducation de groupe. Là, il faut prendre ça en contexte, c'est une étude, puis c'est ces modèles-là pour le trouble bipolaire. Si je vous faisais une présentation sur des troubles anxieux ou une présentation sur la dépression majeure, ce ne serait pas du tout les mêmes chiffres, le même rationnel. Mais ça nous dit quelque chose que dans le trouble bipolaire, avec la médication, probablement que la psychoéducation de groupe brève, dans un format structuré, en première ligne, lorsque les gens commencent à avoir le début de la maladie, c'est une intervention qui est non seulement efficace, mais qui pourrait avoir un coût-bénéfice important et un potentiel de dissémination élevé. Ça nous a donc amené à tester ce modèle-là dans un premier temps à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. On voulait voir dans ces modèles structurés-là qui ont été testés dans des études randomisées contrôlées dans des centres spécialisés. Vous savez, c'est des équipes spécialisées de recherche et des intervenants formés, supervisés, donc c'est des centres ultra spécialisés. Ils arrivent à ces résultats-là. La question qu'on peut se poser, monsieur, madame, tout le monde qui va au C3S ou à l'Institut, qui a ce type d'intervention-là donné par un intervenant qui n'a pas été formé dans un centre spécialisé, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes résultats? Donc ça, c'est une question qui, dans le fond, doit être évaluée. Mais dans un premier temps, ce qu'on a fait une étude de faisabilité. On a implanté le groupe psychoéducatif à l'Institut pour voir est-ce qu'on était capable de le mettre en place, est-ce que les gens allaient venir aux rencontres, est-ce qu'il allait avoir une efficacité, une satisfaction. Donc, c'était vraiment une étude, on voulait juste voir dans l'implantation est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste. Donc, c'est le groupe psychoéducatif qu'on a fait, je vais parler de ça. Donc, dans le contenu du groupe psychoéducatif, dans la deuxième version de Barwick-McBride, la première rencontre, c'est des informations générales sur le trouble bipolaire. La rencontre 2 et 3 portent sur la manie, en fait. Donc, l'idée, c'est d'arriver à identifier les déclencheurs d'un épisode hypomaniaque ou maniaque. Et c'est ça, les symptômes et les déclencheurs. La rencontre 3, c'est d'identifier les stratégies pour aider. Si je commence à avoir des symptômes d'hypomanie, qu'est-ce que je peux faire? Rencontre 4 et 5, c'est sur le même format, mais pour des symptômes dépressifs. Et la rencontre 6, c'est de présenter les traitements comme tels. Donc, on va parler de la pharmacothérapie, l'importance du suivi avec le médecin, etc. Et à l'Institut, on avait une pharmacienne, dans le fond, qui venait présenter sur les grandes catégories de médicaments qui répondaient aux questions des patients. Ce qu'on a, Barwick-McBride suggère de répéter la rencontre 6, mais avec un proche. Donc, ça, on l'a fait à l'Institut. On ne l'a pas fait là, dans les C3S pour des raisons logistiques. Donc, on répétait la 7e rencontre, on donnait une brochure d'information au patient à la 6e rencontre. Et à la 7e rencontre, on reprenait un résumé de l'information. Il y avait un proche qui était avec le patient et on répondait aux questions. Donc, juste pour vous dire, il y a une première édition anglophone en 1996, une deuxième édition anglophone en 2003. Et entre-temps, il y a Jean-Michel Aubry, qui est un psychiatre suisse, qui a traduit la première édition du groupe en 2001. Donc, le volume a été publié en 2001. Donc, nous, quand on a commencé à utiliser le groupe à l'Institut, c'était 2002-2003, on avait la première version francophone du livre et la deuxième version anglophone. Donc, on a demandé aux auteurs la permission de faire une version maison. On a adapté finalement le contenu et on utilise une version maison parce que cette version-là n'a pas été publiée. Il n'y a pas eu de deuxième édition francophone comme telle. Donc, pour votre intérêt, je pense que ça peut être utile d'avoir la version francophone, mais il va manquer des informations qui ne sont pas nécessairement à jour. Donc, dans cette première étude-là, on a analysé les données des 87 premiers patients qu'on a vus dans les groupes, bipolaires type 1 ou 2, majoritairement des femmes, âgées entre 18 et 78 ans dans le groupe. Scolarité postsecondaire, 43% en couple, 35% célibataire, 16%, donc voilà. Le contenu du groupe, comme je dis, il y a 6 rencontres de groupe. Dans le contenu, il y en avait une 7e rencontre avec les proches, puis on faisait une rencontre d'évaluation aussi à la fin. Donc, dans le fond, le contenu des 6-7 rencontres, nous, on l'a administré en 8 rencontres. Les rencontres étaient d'1h30 chaque, des groupes entre 4 et 11 patients. Il y avait 2 intervenants, donc c'est moi qui ai implanté le groupe. J'ai été le premier intervenant à mettre le groupe en place et c'était co-animé
avec une collègue infirmière, puis après je suis parti, il y a eu une autre psychologue, d'autres infirmières qui ont animé là, les groupes par-dessus. Donc il y avait tout le temps une co-animation. On avait une évaluation à la première et la 8e rencontre comme telle. Donc, une mesure qu'on a utilisée, c'était le Internal State Scale, 16 thèmes, qui permet de mesurer les symptômes dépressifs, maniaques, mais aussi les symptômes mixtes, et un algorithme qui nous permet de dire est-ce que la personne est plus en symptômes dépressifs, symptômes hypomaniaques, ou elle est plus euthymique, là, stable. Il y a un questionnaire de connaissances aussi qui permet de voir est-ce que les gens ont appris quelque chose, parce qu'un des objectifs de la psychoéducation, c'est ce que les gens ont plus de connaissances sur leur maladie. Et un questionnaire de satisfaction. Donc, juste quelques échelles pour voir la mécanique de ça, est-ce que c'était faisable de l'implanter. Donc, si on regarde les résultats pré-post, en fait, de cette étude de faisabilité-là, ce qui est important de retenir, c'est que le samedi, en fait, comme tu l'as dit, samedi, le questionnaire de connaissance, donc il y a une amélioration significative. Les gens rapportent avoir une meilleure connaissance de la maladie après le groupe. Pour ce qui est de l'ISS, il n'y a aucune différence significative. Dans le fond, les symptômes sont restés relativement stables du début à la fin du traitement. J'attire votre attention sur l'échelle globale, par contre, qui permet de dire si les gens sont plus dans une phase dépressive ou une phase maniaque. Donc, plus c'est bas, plus vous êtes près des symptômes dépressifs, plus c'est haut, plus vous êtes près des symptômes hypomaniaques. Donc, il n'y a pas de différence significative. Par contre, il semble avoir une tendance vers des symptômes plus dépressifs. Quand on regarde l'algorithme de classement à l'ISS, en bleu c'est pré, en jaune c'est post. Donc, le nombre de personnes classées comme étant en phase hypomaniaque ou étomix, du début à la fin, ça n'a pas beaucoup bougé. Le nombre de personnes euthymiques, selon l'ISS, au début à la fin, a bougé un peu, mais ce qui est plus important, c'est cet item-ci. Donc, il semble qu'après le groupe psychoéducatif, il y a plus de gens dans la catégorie symptômes dépressifs, en fait. C'est un peu contre-intuitif. Ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que lorsqu'on a implanté le groupe, pour des raisons administratives, on nous a demandé de l'implanter à l'interne. Donc, les gens, c'était sur les unités, en fait. Donc, les gens sont encore hospitalisés, symptomatiques, et des fois, les gens sont en phase dépressive, des fois, les gens sont encore en hypomanie. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'était pas très efficace. Je pourrais vous compter si j'avais du temps, je n'ai pas le temps, mais plein d'anecdotes des premiers groupes qu'on a animés. Je vais être honnête avec vous, la chose la plus difficile que j'ai faite de ma carrière, c'est de co-animer un groupe psychoéducatif des patients bipolaires alors qu'ils sont encore hospitalisés. C'était intense. Comme la patiente de 78 ans, c'était une religieuse qui était désinhibée en phase d'hypomanie. Elle était juste à côté de moi. Chaque fois que je parlais, elle me regardait avec un sourire et un éclat maniaque dans les yeux. C'était déstabilisant. J'avais 2 patients en phase dépressive qui ne disaient pas un mot. J'avais un autre patient qui était plus en phase hypomaniaque, mais beaucoup d'irritabilité, qui était agressif. 2 autres patients, une qui était TPL et un jeune qui s'est levé, puis il se présentait, il dit moi en fait je ne suis pas bipolaire, c'est mon médecin qui m'a dit d'être ici, fait que genre je fais mon temps. C'était la désorganisation totale. Donc, on a beaucoup appris de ces groupes-là. On a commencé à faire des évaluations pré-groupe. Donc, avant que la personne se rentre dans le groupe, on évalue si elle est symptomatique ou non, parce que c'est supposé être un groupe où les gens sont relativement euthymiques et qui sont motivés et prêts à rentrer dans le groupe. Et on a sorti le groupe de la phase aiguë pour les mettre vraiment en externe. Donc, ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'est que si les gens ont des symptômes dépressifs, bien, la psychoéducation, ce n'est pas un traitement de la dépression. Donc, si une personne est en phase dépressive, vous n'allez pas traiter la dépression avec 6 rencontres de psychoéducation. Vous avez besoin de traiter la dépression, et là, la psychothérapie cognitive, comportementale ou interpersonnelle peut être utile. Mais ce qui est important de retenir de cette étude-là, c'est que quand même, et ça c'est assez surprenant, 82% des gens ont complété les rencontres. Donc, il y a eu un très faible taux d'attrition. Il y avait vraiment un intérêt qui était par rapport au groupe. Les gens sur notre questionnaire maison se disaient quand même satisfaits de l'intervention. Les connaissances ont augmenté. Et par rapport aux symptômes dépressifs, ce que je vous disais dans le fond, c'est qu'il faut que les patients soient euthymiques, mais s'ils sont en phase dépressive, la psychoéducation ne serait pas l'intervention de choix, ça serait de les référer en psychothérapie. Donc, après le succès de cette étude de faisabilité-là, bien là, on s'est dit,
dans le fond, cette intervention-là ne devrait pas être l'intervention de troisième ligne. Ce n'est pas des gens qui sont sévères, chroniques et résistants qui devraient avoir l'intervention. Ça devrait être les gens qui sont en début de maladie. Et il y a un processus de transfert, dans le fond, à la première ligne, C3S Québec-Nord et Vieille-Capitale. Et là, je pense qu'il y a des copies tantôt, mais l'étude, les données que je vais vous présenter, c'est les données préliminaires qui évaluent l'évaluation pré et post. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est un processus qui a eu lieu sur plusieurs années. Les C3S ont été approchés, il y a eu des discussions plus au niveau administratif. Il y a eu une volonté des C3S qu'on procède à l'implantation de ces groupes-là. Donc, au début, il y a eu des présentations plus au niveau des professionnels, les psychiatres ont présenté le projet. Et par la suite, quand on a démarré de façon officielle, on a fait une journée de formation où les intervenants des C3S et d'autres intervenants de la région ont été invités à ce qu'on présente le contenu du groupe psychoéducatif. Et les intervenants qui ont participé au groupe, au début, on leur a remis une copie francophone, en fait, du manuel qu'on utilise comme tel. Et dans la façon de faire, c'est qu'on a eu donc la journée de formation, la lecture du manuel, et les intervenants qui allaient animer les groupes dans les C3S, Québec-Nord et Vieille-Capitale, ont, dans un premier temps, observé un groupe. Donc, ils sont venus assister au groupe que nous, on faisait. Une fois que ça a été fait, ils ont animé un premier groupe dans leur C3S, mais accompagné de l'infirmière de l'Institut qui animait les groupes, donc une co-animation avec l'infirmière. Et par la suite, c'est seulement le troisième groupe qui ont animé par eux-mêmes. Et la logique voulait que dans cette formation-là, tout le monde aurait eu la formation, mais la formation, on l'a fait juste une fois, donc évidemment, les gens ne peuvent pas la revoir, mais que tout le monde devrait observer un groupe avant d'en faire un, et que tout le monde devrait co-animer avant de prendre la gestion. Donc, quand on a fait ce processus-là, on y a greffé un processus de recherche évaluative pour voir vraiment est-ce que c'est efficace lorsqu'on l'implante, mais aussi voir est-ce qu'il y a des problèmes qui accrochent dans l'implantation comme tel. Donc, on a fait, en fait, il y a 17 groupes qui ont été roulés pour un total de 73 patients. Encore une fois, le taux de participation est élevé, on parle de 80%, ce qui est quand même assez... moi, étant un chercheur, quand on regarde les études, nos taux d'attrition sont beaucoup plus élevés. Donc là, on fait ça dans les milieux et les gens viennent, les gens complètent le groupe comme tel. Il y a un total de 15 animateurs qui ont animé les groupes aux différents sites. Donc, 2 psychologues, 2 infirmières, 2 ergos, 2 TS et 7 techniciennes en éducation spécialisée. Ça, c'était surtout au C3S Québec-Nord, parce que dans les ressources disponibles à ce moment-là en santé mentale, les intervenants qui étaient disponibles pour donner les groupes, c'était des éducateurs spécialisés. Si on regarde l'implantation, donc les gens complétaient un journal de bord, en fait, les intervenants à toutes les rencontres, donc chacune des 7 rencontres, et on leur demandait de noter de façon détaillée ce qu'ils avaient complété, les différents points clés, les différents objectifs. Et quand on regarde à la lumière des données préliminaires associées à ça, le contenu a été présenté, les objectifs ont été atteints et une satisfaction élevée avec le déroulement. Donc ça, par rapport aux intervenants, ils considèrent qu'ils ont été capables de donner l'information et que les objectifs de la rencontre sont rencontrés et qu'ils sont satisfaits là, du groupe comme tel. Si on regarde les caractéristiques de notre échantillon, on a une moyenne d'âge de... En fait, je vous explique, c'est que l'article est en anglais, donc j'ai juste copié-collé mes tableaux, je ne les ai pas traduits en français, mais on va suivre quand même. Donc encore une fois, surtout des femmes, éducation, diplôme secondaire, 37%, postsecondaire, 50%. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les gens qui étaient à l'emploi au moment où on a fait le groupe, seulement un quart travaillait. Donc, il y avait presque 65% de l'échantillon qui n'étaient pas en train de travailler au moment des groupes. Ça va aussi peut-être au niveau social. Il y a donc 40% des gens qui ne sont pas en couple. Hospitalisation, donc on parle d'1 à 2 hospitalisations. Entre 1 à 4 hospitalisations, c'est à peu près la moitié de l'échantillon. Donc, c'est des gens qui ont été hospitalisés, différents types de médications comme tel. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une clientèle assez typique qu'on voit. Les gens qui ont un trouble bipolaire, souvent, ont un trouble sévère, ont des problèmes au niveau de l'emploi, au niveau aussi familial et tout. Si on regarde les mesures, en fait, ce qu'il faut retenir, on a le questionnaire samedi de
de connaissances. Encore une fois, on a un effet significatif, une taille d'effet qui est large, donc il y a vraiment une augmentation des connaissances après les groupes. On a aussi peut-être une autre mesure qui est intéressante, c'est l'acceptation. Le RDA, c'est une mesure d'acceptation en fait de la maladie au niveau émotionnel et aussi rationnel. Donc on a un effet significatif ici avec des tailles d'effet modérés. Donc il y a une amélioration des connaissances, mais une meilleure acceptation de la maladie aussi suite au groupe. Aussi de façon intéressante, il y a une diminution des symptômes dépressifs modérés, donc ça c'est quand même surprenant. C'était pas ce qu'on avait dans la première étude, mais c'était pas la même échelle. Mais en même temps, ça correspond aux résultats de l'étude canadienne que je vous parlais tantôt. Et il y a un résultat qui est presque significatif, on manque de puissance, mais la taille d'effet est légère à modérée. En termes de comportement, donc il semble qu'il y a une tendance à ce qu'il y ait une amélioration au niveau de leur comportement envers l'observation et la médication. Donc, au niveau de l'implantation, les patients se disent, les intervenants et les patients se disent très satisfaits de l'intervention. Par contre, dans les choses qui ont été plus difficiles, c'est revenu au niveau de la session 6, qui est la session où on parle des interventions et tout, des traitements. Ça, il y a eu plus de difficultés avec cette rencontre-là. Les intervenants disaient que c'était trop chargé, c'était trop lourd, ils dépassaient souvent le temps alloué. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu comme étant une séance qui accrochait dans le groupe, qui est trop lourd, trop chargé. Au niveau de l'implantation, ce que je vais vous dire ici, c'est à prendre avec un bémol, parce que de façon générale, quand on regarde l'implantation des différents groupes, il y a une très bonne efficacité, peu importe le site. Par contre, quand on essaie de comparer, est-ce qu'il y a des éléments qui accrochent, on s'est rendu compte qu'il y a un des sites, en fait un des sites 3S, où il y a eu une moins bonne connaissance de la maladie. Donc on fait une comparaison. Quand on parle des 3 sites, il y a un site où, dans le fond, les participants on semble avoir eu une moins grande connaissance là, par rapport à la maladie suite au traitement. Mais c'est la seule distinction. Et cette distinction n'a pas d'effet sur l'efficacité générale du traitement. Donc on essaie de voir est-ce qu'il y a des différences entre les différents sites qui peuvent peut-être nous parler sur les problèmes ou les difficultés dans l'implantation. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans un des C3S, le C3S Québec-Nord, en fait, il y a eu beaucoup d'intervenants. Il y a eu un roulement où l'intervenant principal a quitté, il y a eu d'autres intervenants, donc souvent les intervenants animaient un groupe ou deux, n'avaient pas nécessairement observé un autre groupe. Donc ce roulement-là a nuit, je pense, à l'implantation de l'intervention. Et ces intervenants-là, souvent, sont plus jeunes, ont moins d'années d'expérience, et ont la plupart du temps une formation qui est de niveau collégial. Donc, ce que ça nous dit, c'est que probablement pour une intervention comme, même une intervention brève comme la psychoéducation, probablement que ça demande un niveau de connaissance minimum et une expérience aussi par rapport à la santé mentale, l'animation de groupe, qui serait minimum peut-être un bac en santé mentale. Et ça, c'est quelque chose que les intervenants nous ont aussi rapporté lorsque on est allé les former. Et je me souviens d'avoir des discussions avec des intervenants qui me disaient, bien là, il faut qu'on présente, mettons, sur le cerveau, la génétique, la biologie, tout ça. Puis moi, je ne suis pas à l'aise de présenter ces éléments-là comme tel. C'est comme un niveau de contenu que je me sens moins à l'aise de présenter. On leur demandait aussi dans l'évaluation d'évaluer les symptômes pour qu'on ait une idée est-ce que les gens sont en phase dépressive ou malade, comme critère DSM. Les intervenants qui avaient une réticence à dire bien, moi, je ne peux pas vraiment faire l'évaluation au niveau du diagnostic, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Donc, ça n'affecte pas l'intervention comme telle, mais ça amène une question à savoir quel est le niveau de formation nécessaire pour être capable d'implanter une intervention de façon efficace. Et ça, c'est une hypothèse, parce que c'est a posteriori, ce n'est pas testé. Ça ne veut pas dire que ce que je vous dis là est significatif, mais c'est quelque chose à tenir en tête lorsqu'on met en place une intervention de ce type. Donc, ce qu'il faut retenir, l'intervention a vraiment un impact au niveau des connaissances. Donc, suite à 6-7 rencontres psychoéducatives, il y a une augmentation des connaissances, une augmentation de l'acceptation de la maladie, une diminution des symptômes dépressifs, combinée aussi avec une tendance à une amélioration des comportements d'observance à la médication. Il y a un taux élevé de participation et de satisfaction de la part des participants et les intervenants sont satisfaits avec le processus d'implantation. Ce qui nous, disons aussi, le résultat que j'ai parlé ensuite nous dit que
lorsqu'on fait cette formation-là, c'est important d'avoir une formation initiale, mais d'avoir un suivi rigoureux en termes de supervision de l'implantation et de formation des autres intervenants. Je pense que c'est un peu notre responsabilité, mais comme partenaire, je pense que c'est une responsabilité aussi de trouver une façon de travailler ensemble à plus long terme. Je pense qu'on a fait l'implantation avec les personnes ressources de chacun de ces projets, et ensuite, les gens ont peu été laissés à eux-mêmes implanter cette intervention-là. Donc, on voit d'un point de vue organisationnel, il peut y avoir un glissement, dans le fond. S'il y a beaucoup de volume au niveau du personnel, bien, la personne qui arrive, qui anime un groupe pour la première fois, est peut-être formée par une personne qui, dans le fond, a animé seulement un groupe et n'était pas là au début de la formation initiale. Donc, on n'a pas le téléphone arabe. C'est rapide comment l'intervention peut se diluer. Je pense que ça prend des mécanismes en place où il y a un suivi pour s'assurer que les intervenants ont le même niveau de formation et le même niveau d'encadrement par rapport à l'implantation de l'intervention si on ne veut pas diluer l'effet. C'est mon point que je voulais faire. Présentement, c'est les données pré-poste que je vous ai présentées, juste pour vous dire qu'on a fait il y a des données à 6 et 12 mois, ça c'est en cours d'analyse, l'analyse qualitative des journaux de bord aussi, ça va être fait là, dans la prochaine année. Et si vous voulez en savoir plus sur la psychoéducation, on a publié une revue de littérature en 2012 dans la revue Santé mentale au Québec qui explique bien le rationnel de la psychoéducation. OK, donc je vais plus terminer avec les projets en cours et à venir en collaboration avec les C3S. Donc, avec mes collègues Pascal Roberge et Louise Fournier à Sherbrooke et Montréal, il y a eu une subvention qui s'est terminée 2011-2014 sur le projet Cible Qualité 2, qui a été implanté au C3S et Capitale, je crois. Est-ce que les gens ont connu le projet Cible Qualité 2? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, un peu. Donc, en fait, ce projet-là, c'était plus au niveau des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Puis c'était plus une stratégie d'aider les milieux, finalement, à prendre connaissance de c'est quoi les interventions sur des données probantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services pour les gens qui ont un trouble anxieux et dépressif. Il y avait différentes stratégies qui étaient présentées. Enfin, chacun des milieux était amené ensuite à faire son propre plan d'action sur comment on voulait, par C3S, mettre en place ces différentes stratégies-là. Donc ça, l'étude est terminée, l'analyse des données est en cours. Il y a un article qui a été publié à la date d'Implementation Science qui présentait un peu le rationnel du protocole, donc ça peut être une lecture intéressante, mais les données d'efficacité ne sont pas encore publiées. Ensuite à ça, on vient d'obtenir une subvention Cible Qualité 3, c'est un petit montant, c'est 10 000 $. Avec Pascal Roberge, on travaille là-dessus, parce que ça, c'était avec 6 C3S, je pense, Cible Qualité 2. Donc, l'idée de dissémination, c'est de trouver une façon de comment on pourrait rendre le contenu qui a été présenté en collaboration avec les 6 C3S, qui soit disponible pour l'ensemble des C3S. On travaille sur des capsules vidéo, un site Internet probablement, pour que d'autres C3S qui n'ont pas participé à Cible Qualité 2 puissent, par exemple, avoir accès au matériel et implanter le même type de processus. Donc, ça, c'est en cours. Et on a aussi une demande de subvention qui a été soumise je suis l'investigateur principal avec Pascal Roberge, pour implanter des groupes transdiagnostiques pour les troubles anxieux dans les C3S. Et c'est une grosse demande de subvention aux IRSC. L'idée serait de prendre la thérapie cognitive comportementale, mais d'implanter plus un modèle transdiagnostique. Donc, au lieu d'avoir un modèle par problématique, au lieu d'avoir un traitement pour le trouble panique, un traitement pour le TAG, un traitement pour le TOC, etc., c'est un traitement de l'ensemble des troubles anxieux. Donc, il y a beaucoup de données qui semblent démontrer que ces approches-là sont efficaces. Si vous voulez en savoir davantage, on a publié une revue de littérature dans la revue québécoise de psychologie. Donc, l'idée, ce serait de former les intervenants en première ligne à, dans le fond, donner cette intervention-là. Maintenant, ceci étant dit, ça, c'est une intervention psychothérapeutique, donc c'est un niveau plus intense. Vous apprenez des gens qui sont soit psychologues ou psychothérapeutes, mais ça sera une intervention de traitement au niveau des troubles anxieux. Alors, l'année dernière, on a soumis notre demande aux IRSC. On s'est classé 8e sur 52 et on a donné 7 subventions. Okay? On est arrivé juste après. Mais les IRSC ont jugé que c'était vraiment une excellente demande, donc ils ont donné une demande, subvention de transition de 100 000 $. Et là, on resoumet au mois de février notre demande. On a espoir que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je pense que on peut être réalistement objectif. Il y a des chances que ça fonctionne.
Donc, si ce projet-là fonctionne, on va être prêt à démarrer à l'automne, probablement en septembre. Donc, si on a les fonds, on va recontacter les C3S pour voir si on peut mettre en place ce programme-là d'intervention comme tel. OK, donc je termine avec des remerciements à mes étudiants doctoraux, et plus particulièrement ceux qui ont une étoile, ils ont participé au projet. Donc Lisa, qui était la coordinatrice du projet jusqu'à temps qu'elle termine, Maggie Belair, qui a aussi participé, et Stéphanie Landry et Manon Chevalier sont deux étudiantes au doctorat en psychologie qui vont analyser les données, en fait. Donc Manon va analyser les données des suivis 6 et 12 mois, et Stéphanie va analyser les données des journaux de bord. Donc ça, c'est en cours, c'est leur projet doctoral. Et différents collègues, je vais juste mentionner Philippe Baruch, qui est le psychiatre avec qui je collabore à l'Institut, donc qui est co-chercheur sur le projet psychoéducatif. Serge Beaulieu à Montréal, aussi avec qui on a collaboré, et Jean-Michel Aubry, qui est à Genève en Suisse. D'ailleurs, j'aurais bien d'avoir passé l'été à Genève en Suisse et aussi à Paris, parce que je suis en allé d'études de recherche, j'ai quand même des avantages avec le professeur. Donc, il a été très aidant, il nous a fourni le matériel, il nous a aidé dans l'implantation du projet, et ça a été financé par des subventions de l'équipe du FRQSC. Alors voilà, ça termine ma présentation.